Accompagnement des personnes avec un syndrome de Prader-Willi, module 2. Nous allons maintenant poursuivre avec l'un des problèmes majeurs rencontrés dans l'accompagnement des personnes avec un syndrome de Prader-Willi lié aux troubles du comportement alimentaire. Maladie complexe, oui. Accompagnement compliqué et mise en difficulté des accompagnants. Alors, cette maladie comporte d'une part des troubles majeurs du comportement alimentaire, spécifiques du syndrome de par leur intensité. Mais on va être également confronté à des troubles cognitifs et des apprentissages, à des troubles du comportement et des compétences sociales, et tout cela dans un environnement très difficile, parfois même agressif, pour la personne à laquelle on va demander de s'adapter. On va quand même tout faire pour favoriser la construction de la personne et sa socialisation. On ne parlera pas d'autonomie avec un grand A. Cette autonomie est pourtant l'objectif de tout éducateur. Mais en fait, objectif impossible à atteindre aujourd'hui à cause de ce rapport particulier à la nourriture, si prégnant et qu'une personne avec un syndrome de Prader-Willi ne peut gérer aujourd'hui. Par contre, il faudra découvrir toutes les petites autonomies que ces personnes sont tout à fait capables d'avoir, de développer et les favoriser et surtout leur laisser des espaces d'autonomie, des espaces de liberté. Maladie complexe donc avec une pathologie organo-psychiatrique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la personne avec un syndrome de Prader-Willi pourra présenter des troubles somatiques, comme vu précédemment, en interaction avec des troubles émotionnels, des troubles cognitifs. Et il y aura très souvent une intrication très forte du somatique et du psychiatrique. En particulier, les troubles du comportement alimentaire vont être très liés aux troubles du comportement général. Donc moins la personne sera bien dans sa tête, frustration, anxiété, plus le comportement deviendra difficile, voire même violent. En fait, le comportement alimentaire est presque un baromètre de l'état général d'une personne avec un syndrome de Prader-Willi. Nous allons donc maintenant aborder le comportement alimentaire et ces troubles du comportement si spécifiques, comme on va le voir, du syndrome de Prader-Willi. Ce comportement alimentaire, le fait de manger, c'est un acte social, ce sont des moments qu'on partage, des moments de fête, de plaisir. Mais pour les personnes avec ce syndrome, ces moments peuvent très vite devenir un enjeu vital. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, ces troubles majeurs du comportement alimentaire sont liés à des altérations du système nerveux central. Cette diapo, comme ça, a l'air assez complexe. Je ne vais pas tout détailler, tout expliquer. Mais on peut remarquer que des dérégulations de zones bien spécifiques du cerveau vont entraîner des dysfonctionnements physiologiques. Ainsi, on peut expliquer l'absence de self-control face à de la nourriture, une dérégulation du système faim-satiété, un système de récompense fortement perturbé, qui conduit d'ailleurs à l'addiction, et puis le rôle de nombreuses hormones en jeu. Alors tous ces désordres et troubles possibles, qui sont listés à droite, vont être abordés. Ce qui est important quand même, c'est que l'on voit bien, là, l'intrication des liens très forts entre ce qui relève de la physiologie et ce qui relève de la psychologie. Nous venons de voir que ce trouble du comportement alimentaire est à l'origine un problème physiologique. Les personnes avec ce syndrome ont un seuil de satiété quasi absent et un état de satiété très court, ce qui aboutit à une préoccupation prégnante, obsédante pour la nourriture,
à un comportement compulsif devant la nourriture, à la vision de la nourriture. Nous avons à faire face à une réelle conduite addictive avec un état de dépendance, de manque. Alors, oui, on peut aider à sevrer de l'alcool, de la drogue, du jeu, mais cette démarche n'est pas vraiment envisageable dans cette addiction à la nourriture. Par ailleurs, les personnes ont un métabolisme basal ou une dépense énergétique de repos inférieure à 30% à la moyenne. Et l'hyperphagie venant se surajouter, on comprend comment, dans un accompagnement non suffisamment adapté, certaines personnes sont arrivées à prendre 10 kilos en un mois et comment elles ont pu arriver assez vite à un état d'obésité morbide. Il faut donc entendre, intégrer, comprendre que ces personnes vont devoir vivre avec cette réalité de menu adapté hypocalorique à vie, tout au long de leur vie. Enfin, une activité physique journalière est indispensable, marcher, faire un sport adapté ou simplement bouger. La personne avec un syndrome de Prader-Willi pense sans arrêt à la nourriture et cet état addictif que l'on comprend maintenant fait qu'elle ne peut pas s'empêcher de manger. C'est donc une conduite impulsive, irrépressible. Mais comme cette personne sait qu'elle ne devrait pas manger, donc lorsqu'il y a transgression d'une règle posée, elle est malheureuse, elle a un sentiment de culpabilité qui ne l'empêchera pas de recommencer. D'où cette anxiété latente et cette quête permanente de nourriture qui est toujours là. Il va y avoir détournement. On ne dit plus vol parce que c'est vraiment loin du vol. C'est un détournement de nourriture pour stocker. Boulimie, remplissage. Il suffit d'observer les personnes lorsque l'on partage un repas avec elles pour voir la force de cette impulsion. Elles sont dans leur plateau, dans leur assiette, elles regardent à droite et à gauche ce qu'ont les autres. Les stratégies élaborées sont nombreuses, des capacités d'invention inimaginables, toujours pour se procurer de la nourriture, des expéditions planifiées. C'est assez étonnant de voir tout ce qu'elles sont capables d'imaginer. Enfin, il faut aussi penser aux utilisations opportunistes des moments de transition. Lorsqu'il y a des changements de service dans les établissements, les plateaux, les chariots qui passent, il est toujours possible de ramasser un morceau de pain, une banane, une pomme. Malheureusement, il n'y a pas d'apprentissage possible du contrôle alimentaire. C'est-à-dire, on parle beaucoup de TP. Ils connaissent la diététique, ils connaissent pour beaucoup les règles de la diététique, mais ça ne suffit pas à les aider. En fait, ce trouble est constant et surtout en intensité qui sera toujours fonction de l'état psychologique. C'est-à-dire, moins la personne sera bien calme, détendue, plus ce trouble apparaîtra de plus en plus violent et prégnant. Alors, il faut vraiment les aider, les soutenir dans cet effort et très souvent, ils demandent eux-mêmes cette aide. Alors, quel accompagnement ? Rassurer la personne, alléger l'assiette et alléger son esprit. Donc, pas de doute, pas d'espoir, pas de déception. La personne doit avoir la certitude d'avoir en temps et l'heure l'intégrité des repas. Il faut afficher les menus, leur faire lire, les lire avec eux, dire aussi que les négociations ne seront pas possibles, envisageables. Ce qui est compliqué, ce sera donc de poser ce cadre tout en rendant léger le contrôle. Il ne faut pas que ceci devienne obsessionnel. Alors en fonction de l'organisation de la structure, c'est vrai qu'on va avoir des services à l'assiette, des plateaux repas individualisés, parfois un endroit calme, un peu en retrait des autres. Évidemment, partout, il ne faut pas d'accès à la nourriture, d'accès facile. Les cuisines doivent être fermées, les poubelles fermées, les réserves aussi.
Assurer une prise alimentaire régulière, de façon qu'il y ait moins d'attente, moins de manque. Faire attention à ce qu'il n'y ait aucune source d'alimentation hors repas. Évidemment, pas d'argent sur soi ou à proximité. C'est une source indirecte de nourriture. Et puis, sensibiliser l'entourage, la famille dans un premier temps, les voisins dans les zones pavillonnaires où les congélateurs sont ouverts et accessibles, les commerçants. Tout ce monde-là doit être sensibilisé et en capacité d'expliquer ou de parler avec la personne s'il y a un petit dérapage. On va donc essayer d'accompagner l'angoisse, la frustration. Il faut donc rendre la contrainte légère, garder surtout la notion de plaisir, le plaisir du goût, le plaisir de la présentation d'un plat, les sensibiliser à ces aspects visuels et olfactifs. Il faudra aussi accompagner de façon très nette et très ferme les changements. Une sortie au restaurant, un repas à thème, une fête d'anniversaire ou de Noël, cela implique des repas beaucoup plus caloriques. Donc tout cela se prépare auparavant par des équivalents, des échanges, et tout est bien prévu, parfois écrit, et cela aide beaucoup la personne, donc informer, anticiper, sensibiliser le groupe dans lequel il va être, évidemment, pour qu'il n'y ait pas de tentation indirecte ou de provocation. Et enfin, pas trop d'inactivité avant les repas. Si la personne est bien occupée et que l'activité l'intéresse, elle peut arriver, il peut lui arriver d'oublier de demander à manger. Enfin, instaurer un climat de confiance, c'est vrai que cela est aussi très aidant. Donc lui transmettre une information diététique en fonction de ses capacités. Jamais de récompense ou de punition via l'alimentation, c'est évident, mais je pense que c'est utile de le redire. Le fait d'avoir une personne référente qui va être la cohérence de tous peut l'aider aussi à progresser, cette personne avec un syndrome. Et enfin, écouter, répondre aux demandes, répondre de façon adaptée à ces demandes. Alors pour conclure, c'est vrai qu'il faut entendre que ne pas mettre en place tout ce qu'il faut pour éviter d'arriver à des situations très graves d'obésité, qu'on voit malheureusement encore, c'est en fait de la non-assistance à personne en danger. Je crois qu'on peut arriver jusque-là. Alors c'est vrai que quand on accueille une personne en fauteuil, on met en place tout ce qu'il faut pour l'accueillir au mieux, pour lui permettre l'accessibilité. Alors quand on accueille et accompagne une personne avec un syndrome de Prader-Willi, il faut mettre en place aussi tout ce qu'il faut pour ne pas arriver à ces situations d'obésité morbide. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important à bien assimiler et à bien entendre.